Paris, Cartier, C-A-R-T-I-E-R. Comment fonctionnent les ateliers de haute joaillerie Cartier? Quels sont les métiers de la haute joaillerie? On suit un collier de haute joaillerie Cartier de A à Z jusqu'à sa présentation à Saint-Tropez, sur le cou de notre idole, Virginie Efira. C'est beau, hein? Ouais, c'est très beau. Ouais. Nous sommes au cœur de l'excellence française de la haute joaillerie, là où les plus grands bijoux et les plus belles pierres sont travaillés. Faut pas faire des bêtises là. On parle de plusieurs années de conception pour des pièces uniques au monde. Un moment rare, pour la première fois, la maison Cartier nous ouvre les portes de ses ateliers très secrets situés à Paris pour nous faire découvrir leur savoir-faire. On suit ce collier, le Panthère Kentia. Comment on dessine, on conçoit, on polit, on met en volume, on sculpte les lapidaires, le sertissage, les finitions. Pour de simples raisons de sécurité, certains visages n'apparaîtront pas, mais promis, tout le monde parlera. Bonjour, je suis Loïc Prigent, abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la haute couture, de la mode, de la haute joaillerie et des plus beaux musées. Et remplir votre mood board. Suis-moi, il va y avoir des aventures. Chez Cartier, on ne commande pas la nature, on trouve d'abord la pierre, puis on imagine le bijou. Les acheteurs, les gémologues et les designers de Cartier parcourent le monde pour dénicher des gemmes d'exception. Couleur, pureté, éclat. Jacqueline Carachi est la directrice de création de Cartier. Entrée dans la maison en 1982, elle incarne à la fois le savoir mais aussi la sensibilité Cartier pour les pierres. Avec elle, on peut se noyer dans une pierre. Ce jour-là, la révélation, c'est ce saphir cabochon de Ceylan d'un bleu fou et de 50,13 carats. Un point de départ incroyable. Malgré la petite taille en fait d'une pierre, on peut rentrer dans une pierre comme dans une œuvre d'art. Pour ma part, je serais plus tentée d'y projeter un monde aquatique, mais d'autres pourront y voir autre chose. Moi, je vois un bonbon. Je suis un gourmand, c'est ça que ça veut dire. Donc on était à Tucson il y a 2 semaines pour aller chercher les pierres de la collection. La lumière de Tucson est très très pure, parce qu'on est pratiquement dans le désert. Il y a très peu d'interférences. C'est un midi idéal, c'est ça? Voilà, c'est ça. Une pierre, c'est une énergie. On va prendre la pierre dans les mains et on va ressentir quelque chose de très fort. C'est comme si la pierre nous parlait. C'est des rencontres, c'est ça? C'est des rencontres, des belles rencontres. Je la trouve apaisante, là, moi. Elle apaise, hein. Après, c'est pas forcément une pierre, ce n'est pas une pierre classique, voilà. Vous voulez dire qu'elle a de la personnalité? Exactement. C'est ça? Exactement ça. Et nous, c'est ce qu'on cherche, c'est ce petit supplément d'âme. La pierre suscite l'émotion et les designers sont des passeurs d'émotions. Les dessinateurs choisissent les pierres qui leur parlent, qui les interpellent. Cet extraordinaire cabochon de saphir de Ceylan a parlé à Camille, qui entreprend de dessiner le collier. Donc je vais vraiment avoir ici des recherches. Est-ce que j'utilise la panthère en majesté sur la pierre? Est-ce que je la fais jaillir sur le côté et je me sers des cabochons comme une espèce de gerbe de matière qui vient vraiment exploser du saphir? Est-ce que sur un cabochon, je prends ce côté-là ou est-ce que je prends l'autre? Est-ce que je fais une ligne? Est-ce que je la fais marcher dessus? Enfin, c'est vraiment toutes ces questions. Là, elle surgit, là, elle va trôner, là, elle va commencer à descendre. Arriver à donner de la vie à la panthère, au figuratif, c'est pour moi ce qu'il y a de plus dur. Parce que vraiment, là, ça va se jouer à rien, en fait. Vous pouvez tuer l'animal si j'ai une courbe n'est pas à sa place, si on a un volume un peu trop écrasé, un œil un peu de travers ou quoi. Voilà. Ces choix créatifs sont guidés par le langage esthétique et historique de Cartier. Et la création est une œuvre collective. Chacun apporte sa pierre précieuse à l'édifice. Il faut savoir jouer aussi avec le rythme de ces tâches. Faut le t'acheter, c'est ça? Faut le t'acheter, mais il faut pas le côté ballon de football. Donc faut arriver à jouer avec le rythme, la proximité et la dynamique, justement, pour rendre à l'animal une vie supplémentaire. Elle est pas raide, jamais? Non, surtout pas. Il faut toujours arriver à travailler de la souplesse, du dynamisme, de la vie, en fait. Et il n'y a rien de pire qu'un animal figé où on sent toute la trame qui le soutient. Ici, la panthère est pensée pour diriger le regard vers la gemme principale. En dessinant ça, je trouve la composition intéressante, le fait d'avoir la panthère qui se repose sur la pierre.
quand j'ai vu le cabochon. Ça m'a évoqué de l'eau, évidemment, mais je voulais pas l'anticiper comme quelque chose de... forcément une petite rosée du matin ou quelque chose comme ça. C'était, vous voyez les gouttes après un gros orage que vous avez sur les végétaux, où les feuilles commencent un peu à plier et à donner du volume, et des lignes qui commencent à se déformer avec le poids des gouttes. Avoir un peu comme ça une espèce de vision d'un orage sur un palmier, et ce petit arrêt sur image où la panthère vient sortir après l'orage, et elle est levée entièrement dans ces grandes feuilles de Kentia. C'est le nom d'où vient le nom de la parure d'ailleurs, Kentia. Kentia, c'est des feuilles une sorte de palmier, des grandes feuilles avec une tige centrale et des ramifications extérieures. Et si vous prenez une feuille de Kentia et que vous la fendez en deux dans la longueur, vous l'ouvrez et vous avez vraiment la silhouette du collier qui apparaît. Ça a été mon point de départ. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on peut voir tous quelque chose de différent. Comment est venu le palmier du coup? J'aime beaucoup justement tout ce qui est végétation très, très construite. J'ai toute une bibliothèque d'images en tête. Je vais faire beaucoup de croquis, de photos. À chaque fois qu'on voyage, ma femme sait très bien qu'on va passer du temps dans les serres, dans les jardins. Il y a ça, c'est mes vacances. Sur plusieurs années. Voilà. Là, c'est de la végétation que j'avais beaucoup aimé. C'était en Espagne. Je trouve ça hyper intéressant, le jeu graphique qu'on peut obtenir avec ça. Ça, c'est 2017. Là, on la voit en fait. C'est pas un Kentia à proprement parler, mais on a cette architecture. Et finalement, on peut imaginer assez facilement que si cette feuille de palmier, on la fend en deux, on a l'évocation derrière de tout l'imaginaire. Là, ça, j'avais adoré. C'était en France, c'est le lac du Salagou. Ça, c'était en Argentine, pendant notre voyage de noces avec ma femme. Félicitations. Et merci. Ça, c'était un chalutier en Algérie, dans un port, c'était trop beau. Ça, c'était en Écosse. Voilà, ça doit vous parler, la Trinité-sur-Mer. Ouais. Ça, c'était à l'île Maurice. Ça parle tout seul, quoi. On a vraiment un jeu graphique hyper fort avec ses végétaux. Et après, voilà, à nous de reconstruire ça, de recréer les plans par les contrastes, par la forme, par la dynamique, pour arriver à évoquer tout ça simplement par un collier. Une fois validé par le comité de création, le dessin est le point de départ pour toute la chaîne de production. Il indique le volume, la lumière, la panthère qui apparaît avec son caractère, ses couleurs, son attitude. C'est la référence. On va avoir combien de temps de travail maintenant pour réaliser la pièce, vous pensez? En gros, ce qu'on dit, c'est qu'on a 2 ans à peu près entre le dessin jusqu'à la livraison de la pièce. Quand apparaît la panthère pour la première fois chez Cartier? On a rendez-vous rue de la Paix, au cœur du patrimoine de la maison. Cartier n'a pas déménagé depuis son installation rue de la Paix en 1899. Tout est resté ici. C'est ce qui nous a permis de conserver l'héritage et les archives des studios de création, mais également de Louis Cartier, puisque Louis Cartier avait son bureau rue de la Paix. Mettez vos gants, passion panthère. Chaque saison, elle est remise en scène dans différentes situations. Elle a différentes personnalités suivant les créations. Prédatrice, langoureuse, joueuse ou affectueuse, en parade, mais toujours noble. Louis Cartier est le premier à l'adopter. Il emprunte son pelage tacheté pour décorer le boîtier d'une montre bracelet pour dame en platine, diamant et onyx. Le motif fait immédiatement sensation. Première évocation de la panthère en 1914. C'est déjà le pelage, c'est ça? C'est déjà le pelage, exactement. La panthère, l'animal, va arriver plus tard. Dans les années qui suivent, le félin devient un thème récurrent, voire favori. On a ici un étui à cigarette qui date de 1917, où on a l'animal qui marche entre 2 cyprès, qui était un cadeau de Louis Cartier à Jeanne Toussaint. Avant que Jeanne Toussaint, qui était directrice de la création, rentre dans la maison, puisque Jeanne Toussaint est rentrée dans la maison Cartier en 1920. Elle figure la panthère, quoi, c'est ça? Le surnom de Jeanne Toussaint, dès les années 10, c'est Pampan. La légendaire Jeanne Toussaint, nommée directrice de la création en 1933, en fait une icône. C'est sous la supervision de Jeanne Toussaint qu'en 1949, l'une des premières broches panthère en 3 dimensions est réalisée. Elle ne fait pas semblant. Alors là, on est sur une pièce très emblématique pour la maison. C'est une broche qui a été achetée par le duc de Windsor, qui sera portée par la duchesse de Windsor. C'est vraiment l'exemple le plus pertinent pour parler de l'historique de la panthère chez Cartier. Elle monte un peu ses crocs, là, non? Elle n'est pas accueillante, on va dire. Celle-là en particulier. On a vraiment cette panthère qui est sur ce saphir et qui a une position très dominante et qui est presque agressive. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, dans les années 40 ou dans les 30, porter une pièce telle que celle-ci pour une femme, c'était un message. C'est un message d'indépendance, un message de pouvoir. Et c'est là où je pense que le message de la panthère va vraiment prendre tout son sens.
La pièce est extrêmement impressionnante puisqu'on est sur un saphir de 152 carats. 152 carats? Oui, 152 carats. Donc ça a été une pièce unique? Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai demandé, mais y a-t-il beaucoup de palmiers dans l'imaginaire Cartier? Et oui, il y a quelques précédents. Voilà, donc là on a un très beau palmier, 1957. Le palmier, il est incroyable parce qu'il est tout en volume. C'est une broche, il faut quand même s'imaginer la taille de la broche. Avec voilà, tout le feuillage en volume, avec des diamants baguettes. Et ici on a un autre palmier, donc celui-là est de 48, également avec diamants baguettes et des briollettes. Chez Cartier, il y a un atelier sculpture. Ici, on interprète le dessin en volume. Il faut comprendre techniquement comment faire passer le pâte entre un morceau et l'autre de cette pièce-là. Donc là, par exemple, la queue, ça passe au-dessus. Et là, il faut vraiment comprendre comment faire. Parce que l'anatomie, là, c'est pas, on voit rien. Il faut vraiment chercher comment. Il y a toutes des épaisseurs à respecter. Là aussi, il faut interpréter tous les muscles. Il faut vraiment trouver quelque chose qu'il n'y a pas dans les dessins. C'est la troisième dimension. C'est l'arrière de la tête? Par exemple, voilà, il n'y a pas. Je trouve qu'elle est très relaxée là. Un petit sourire. On sculpte d'abord une version 3D pour vérifier les volumes, le confort, en plastiline. C'est une longue recherche, on prend le temps de cerner la personnalité de la panthère. C'est comme une pâte à modeler d'enfant. Ah oui, c'est hyper mou. On prend des petits morceaux, on les met ensemble. On a des petits outils. Et donc voilà, ça semble très facile, non, de bouger des petits morceaux de plastiline pour créer quelque chose. C'est tellement souple qu'on peut jouer avec, comme les enfants. En fait, moi, j'ai trouvé un travail que c'est ce que je voulais faire quand j'étais petite. À quel âge vous avez su que vous vouliez faire ça? Je pense que 10, 11 ans. Oui, j'étais à Rome. Je vois beaucoup de choses à Rome. Je vois des sculptures, je vois des architectures et tout ça. Je me suis dit, mais non, c'est ça que je veux faire. Je me suis dit, je peux le faire. C'est quoi votre sculpture préférée à Rome? La plus belle, bon, il y a des sculptures de Bernini qui sont magnifiques, mais aussi de Michelangelo. Mais il y a des choses magnifiques partout, je veux dire à Florence, à Rome. Voilà, on apprend un peu partout. Il y a les écoles, mais il y a aussi regarder, apprendre avec les yeux. Quand la forme est validée de la plastiline, on fait un petit moulage de passage et là, c'est du plâtre. Avec le plâtre, je peux prendre toutes les mesures. Tac. Tu vois, je prends les mesures et après, je les retrouve sur les morceaux de cire. Je vais couper la forme, grosso modo. Et après, il faut tout enlever la matière pour arriver à retrouver la forme du plâtre. Et je fais ça parce que nous, on va à la fonte, on donne la cire et eux, avec la fusion, ils vont remplacer la forme de la cire en métal. Trouver l'anatomie, l'élégance, trouver le caractère, trouver l'esprit. Et ça, c'est vraiment passionnant. Après, ils vont faire tous des petits trous qui vont accueillir les pierres, en fait. Ça va, vous aimez bien la vie à Paris? Oui, ça va. Non, au début c'était comme les contre-amours. Les Parisiens, ils sont fermés, ils sont durs. Non, maintenant, j'adore. Ça va de quoi votre plat français préféré? Plat préféré? Ah ouais, sympa, waouh. Non, désolée. Ah ouais, vous aimez pas la nourriture française? Mais non, mais j'aime bien tout, mais je n'ai pas quelque chose de préféré. Excusez-moi. Ah oui, vous faites le tiramisu, très bien. Mais c'est vrai. Après ça, on va passer à la fabrication réelle. Déjà, c'est l'étape de la fonte, comme nous l'explique la directrice de la manufacture de haute joaillerie. Le métier de la fonte en joaillerie, il est très peu connu. La technique de fonte à cire perdue. Ça consiste à positionner tous les éléments en cire sur un arbre. Et on fait un cylindre de plâtre autour de cet arbre qu'on fait monter en température dans un four. Le cylindre va durcir et la cire qui est à l'intérieur, elle va fondre. Et elle va laisser à l'intérieur de ce cylindre l'espace qu'on va venir combler avec du métal en fusion.
Moment hyper impressionnant, hyper satisfaisant. L'or est sous forme de bille et on va le mettre en fusion, rien que ça. C'est intense et c'est rapide. Et quand le plâtre s'en va, on découvre toutes les petites pièces qui vont structurer notre collier. Mon étape préférée, le polissage. Passion polie? Oui. D'où ça vient? Je dois être une pie, j'aime ce qui brille et puis voilà. J'avoue, en cas de reconversion, je postule pour devenir polisseur chez Cartier. Attention, polir est une activité complexe qui nécessite une attention extrême et un geste parfait. On a les pièces en plusieurs petits morceaux pour polir tout ce qui est les petits trous, entre autres les mises à jour. On a ce qu'on appelle des jaconasses et des fils. J'ai repéré la forme de la mise à jour, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas toutes le même nombre de pans. Par exemple, celle-ci, elle a 1, 2, 3, il y en a un petit quatrième là et 5 pans. Mais par exemple, celle qui est en dessous, elle n'a que 4 pans. Ça va prendre combien de temps? Cette partie-là, là? Cette partie-là, je pense que j'en ai pour 1h30, 2 heures à peu près. On a la chance de pouvoir soit écouter de la musique, soit des podcasts. Donc ça. Quel genre de podcast? Moi, c'est les podcasts d'histoire. Ah, pas mal. C'est qui vos historiens préférés en podcast? C'est quoi? En podcast, moi j'adore Philippe Collin. Ah ouais, Face à l'histoire. C'est incroyable. Donc là, hop. Je passe ma jaconasse. Je mets de la pâte à polir. Ah bon? Hop. Je mets le pan que je veux polir contre ma jaconasse. Et puis tout simplement, je viens frotter. Hop. Donc je fais quelques allers-retours. Je vais passer à la suivante. Donc je change l'orientation de ma pièce. Le pan suivant. Ah oui, ça noircit direct. Ah oui. Voilà. Ah, elle casse. Ça casse. Ah, donc il y a de la tension. Oui. Oui, et puis à force de passer, il faut effectivement que mon fil reste toujours bien tendu pour qu'il reste bien droit, pour ne pas arrondir. Alors, je vérifie, hop. On est tout le temps en train de vérifier à la loupe. À force de le faire, on sent quand le métal devient plus lisse, quand on a encore besoin de repasser. Il y a un moment où on le sent, on le ressent en fait. Après, on vérifie. De toute façon, on vérifie toujours à la loupe ensuite si ce qu'on a fait est correct. Vous êtes combien dans l'atelier? On est 7 polisseuses. Une des polisseuses de l'atelier Cartier vient d'être nommée chevalier des arts et des lettres. Consécration, fierté. C'est quoi votre médaille? Vous avez vu un peu? Ça rigole pas là. T'as l'air tellement ravie. Ah ouais. Vous avez combien d'années de poli, vous? 32, 33, quelque chose comme ça. J'ai arrêté de compter à 30 en fait. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est émouvant. Quand même, c'est joli. Elle a du mal, mais nous, on est très fiers d'elle. Pourquoi elle a une médaille, vous pensez? C'est une dame formidable. Elle était très émue. Très, très émue. Non, mais il faut être un peu, je vais pas dire un peu tordu, mais il faut vraiment aimer le métier de toute façon. Soit on adhère pas du tout. On vous a dit il faut sentir le métal. Ah oui. On sent le métal, le son des brosses et tout ça, c'est ultra important aussi. Beaucoup d'écoute, c'est que des sensations. Ça, c'est des mains de poli? Oui. Ça part vite, c'est ça? Oui, au savon de Marseille, c'est l'idéal. Heureusement d'ailleurs. Si on devait sortir comme ça, mon Dieu. En parallèle, les pierres sont apportées au lapidaire. Vous bossez ici depuis quand? Je suis ici depuis 98. Ah ouais. J'ai eu l'opportunité de créer le premier atelier en interne chez Cartier, donc de lapidaire. J'ai commencé à 17 ans. Encore un atelier fascinant, grande expertise que l'on trouve seulement chez Cartier. Chaque tache de la panthère est minutieusement travaillée pour un résultat des plus naturels. Depuis une pierre brute, les lapidaires façonnent sur la meule les facettes qui révèlent la couleur, la transparence, l'éclat des pierres pour les parures. C'est de la mise en lumière et c'est hyper technique, j'ai rien compris. Ah, c'est une danse. C'est par habitude. Il y a des formes qui sont assez compliquées à mémoriser, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus simples. Là, par exemple, je vais tailler cette pierre-là, qui est sur le côté de la pâte. Quand on regarde la forme de la pierre, on voit bien que
il y a 2 angles droits en bas. Et en haut, on voit que c'est légèrement taillé sur un côté. Vous pouvez voir que le dessin correspond à peu près à cette forme-là. C'est rare qu'on la taille du premier coup. Il va falloir des fois 2 fois, 3 fois, des fois plus, jusqu'à arriver à un ajustage parfait par rapport à son emplacement. Il va falloir que la pierre vienne se positionner à l'intérieur de la sertissure et qu'il n'y ait pas de jour. Donc on règle à vue d'œil. Il faut que ça tourne comme un 45 tours, mais le problème c'est que les jeunes ne savent pas ce que c'est un 45 tours. Donc, Ah, il y a le retour du vinyle. Ouais, Ah, mais c'est vrai que c'est des 33. C'est des ouais, 33. c'est 33. Bon, on peut mettre un 33, ça va dire. Comment je fais pour rentrer en apprentissage ici? Il faut être patient, minutieux. Il faut être passionné. Quand on est passionné, après, on ne s'arrête plus. Là, on voit que ça commence à prendre forme. Je suis parti d'un rond et je commence à avoir une forme rectangle. J'ai encore du travail là. En moyenne, il faut compter entre 1 heure et 1 heure et quart, taille et poli. Par tâche? Par tâche. Certaines tâches, des fois, sont très compliquées. Et on passe un petit peu plus de temps. Ce sont des sculpteurs ingénieurs et tout est minuscule. Il faut des yeux de l'extrême, de la patience de l'extrême, une virtuosité vertigineuse. À la fin de la journée, vous faites quoi pour vous détendre? Mais je suis détendu. Il y a un petit côté angoissant quand on fait des pierres qui coûtent des fortunes. Des fois, il vaut mieux que je ne sache pas le prix et je ne donne pas plus le prix à mes collaborateurs sur les pierres qu'ils ont parfois en main pour ne pas les effrayer. Mais par contre, oui, de temps en temps, il y a de quoi les effrayer. Donc une fois que la pierre est taillée, on polit, on avive et on retire et on essuie. Et ça c'est ça qui va créer l'éclat? C'est ça qui va créer l'éclat, ouais. Les facettes jouent en dessous et font ressortir ces mouvements de couleurs à l'intérieur qui jouent dus aux facettes du dessous de la pierre. Comment vous avez su que c'était bon? Par rapport au temps passé. Et vous avez un chrono, quoi? Oui, en fonction de la grosseur de la facette. On connaît à peu près le temps. Après, on fait quand même une vérification à la loupe pour être sûr qu'il ne reste plus de marque de taille. Là, par contre, vous avez vraiment fait un quart de seconde. Ouais, mais parce que celui-là, il est petit. Au son aussi, j'arrive à savoir si je suis bien positionné sur la facette. Vous faites mélomane des pierres. Ces angles, on n'a pas d'appareil pour mesurer, hein, c'est à l'œil qu'on le fait. Ici, c'est la joaillerie. Après avoir préparé la cire du sculpteur pour être fondue, le joaillier récupère les éléments en métal précieux pour les préparer avant d'être polis puis sertis. Il finalise ici les chatons, sorte de microscopiques crochets, les micro-chatons. Là, on a un chaton. C'est l'élément qui va contenir la pierre. Ah oui, ça fait de la fumée. C'est la poussière de métal. Ça permet de venir couper les griffes qui vont être abattues après sur le métal. Ici, les établis n'ont pas changé depuis des siècles. Ici, beaucoup des outils et des techniques n'ont pas changé non plus. Ça, c'est un établi. Donc, c'est un établi de joaillier. C'est à la forme en cercle, vous voyez, c'est vraiment spécifique. Ça permet vraiment d'avoir la possibilité de pouvoir bouger, par exemple ici, sur cette partie de l'établi, sur celle-là. Et quand on travaille sur le métal, ici, on a ce qu'on appelle une peau qui permet en fait de recueillir toutes les chutes de métal précieux. Parce que la poussière d'or, ça peut atteindre parfois sur certaines pièces beaucoup de grammes. Tout est recyclé et donc tout est refondu par la suite. Ça permet aussi, quand on travaille sur certaines pierres un peu fragiles, d'avoir une petite sauvegarde que la pierre tombe. Une fois les chatons prêts, le sertisseur fixe les pierres précieuses. C'est quoi cette machine dans laquelle vous regardez? Ça s'appelle une binoculaire. Donc c'est comme un gros microscope. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, je vais sertir une tache saphir sur cette panthère. Et tous ces ateliers se côtoient, c'est un grand collectif. Tout le monde se connaît, on se raconte notre vie, c'est une grande famille. Vous êtes à votre combienième année de quartier, là? La 11e. 11e, d'accord. Donc c'est des vies quartiers? Oui, c'est ça. Bien sûr, les artisans échangent entre eux et entre elles tout au long du processus de fabrication. Vous faites des échanges avec Camille, celui qui a dessiné le collier? Un petit peu pour les finitions, pour les yeux, très souvent les yeux, pour savoir si la panthère a le regard que lui souhaite.
Ça fait un bruit ou pas? Non. Non, c'est un geste très tranquille. Vous étiez bricoleur quand vous étiez petit? Oui, un petit peu. J'aimais bien tout démonter, remonter. Ah, ok. Ils faisaient quoi, vos parents? Ils étaient fleuristes. Ah, vous avez grandi dans les fleurs? Oui. La chance! Ils étaient fleuristes au marché aux fleurs, à Paris. Quel jour il faut aller acheter les fleurs à Paris pour qu'elles soient fraîches? Alors le mercredi, parce qu'ils se faisaient livrer le mercredi. C'est quoi votre fleur préférée? Moi, c'est le jasmin. Par l'odeur, les fleurs en été. Je suis très été, moi, donc... Je peux vous avouer que je vois rien ou pas? C'est des griffes, là? C'est du métal qui est poussé et rabattu sur la pierre et tout autour de la pierre. Mais suffisamment pour que le métal plaque, mais on va pas plus loin, parce que sinon on risque d'endommager la pierre. Donc là, après, c'est à force d'en faire et on sait où s'arrêter et quand s'arrêter. On sent que le métal plaque, ça peut être au son, ça peut être aussi à la vue. Ouais, on est un peu dans notre bulle quand on travaille. On est sur du certigriffe. L'objectif étant de vraiment de les affiner complètement pour qu'on disparaisse quasiment au profit de la pierre qui, elle, est mise en valeur. Elles sont extrêmement fines, elles vont venir épouser la forme de la pierre, elles vont être plaquées à la pierre. Il faut absolument qu'il n'y ait aucun jour entre la griffe et la pierre, de même qu'entre la pierre et sa ceinture. Voilà, que la technique s'efface au profit de l'esthétique, y compris dans la manière dont on sertit nos pierres. Et la panthère, elle, qui doit venir chevaucher la pierre, doit venir le plus délicatement possible. Et donc pour ça, il a fallu qu'on vienne se servir d'un petit système de vis à l'arrière. Ici, il y a des vis qui ont permis de rapporter la panthère une fois que la pierre était sertie, pour venir délicatement la mettre en place. Cette pièce-là, elle a nécessité 1700 heures de travail à peu près, dont 1200 en joaillerie, puis ensuite le reste en polissage, sertissage et puis lapidaire. L'excitation monte, ce sont des mois de travail qui vont prendre fin. Chaque morceau du puzzle est en place, émotion et fierté dans les ateliers Cartier. Elle est trop belle. C'est marrant, les sculptures comme ça, on les voit, on les valide, on les fait, et tu peux la regarder encore longtemps. T'as toujours l'impression qu'elle a une attitude un peu différente, et il y a toujours un truc qui se passe. Ouais, elle reste vivante. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le voyez fini? Une grande émotion. C'est ça qui nous fait vibrer au quotidien. Vu dans son ensemble, avec toutes les matières, c'est bluffant, surtout quand on s'imagine que le dessin est fait avant la pièce et que la pièce est si proche du dessin. Je veux dire, comment le designer a pu anticiper tous ces détails, a pu imaginer tout ce volume. Et tu vois, toutes les pierres, je les ai orientées. J'ai joué avec le serti aussi, avec deux griffes d'un côté. Et le rabattu en haut pour leur donner une dynamique en diagonale qui souligne la feuille. Le serti des yeux, là, ça lui donne vraiment un beau regard. Là. T'as vu? Ouais. Elle a du caractère, mais en même temps de la douceur. Et les saphirs sont hyper lumineux. Le poli est extraordinaire, comme toujours. Il amène toute sa vie à la pièce. Un poli raté, ce sera vraiment une pièce ratée. Tout simplement, à refaire. Voilà. T'as vu la chaîne? Comment elle se déforme facilement. Il a toute une beauté aussi derrière. Ouais. On apprend toujours plus de choses de l'arrière que du devant. Oui. Techniquement, oui. Tous les secrets sont derrière. En fait, on voit bien que presque on peut le porter aussi à l'envers. Non, c'est hyper bien. Bah oui. Émotion et fierté aussi de la part de Pierre Rénéro, le directeur image, style et patrimoine de Cartier, quand il découvre le collier. Quand on conçoit nos colliers, il y a toujours des parties qui peuvent être ajoutées ou supprimées de façon à l'allonger ou l'élargir. Il s'agit de la mise à taille qui ne bouleversera pas l'idée créative et ce qui sera devant, mais qui permettra les ajustements. Donc je vous vexerai pas si je demande est-ce qu'ils sont un peu plus plongeants ou moins plongeants? Absolument pas. Et moi, ce que j'aime bien sur cette pièce, c'est qu'il y a pas mal de petits détails qu'on ne voit pas quand la pièce est portée et qu'on ne voit que quand on la manipule. Et sur celle-là, vous voyez, il y a les pattes, mais sous chaque patte, il y a un petit coussinet qui a été réalisé. Passion coussinet. En quoi ce collier répond à la grammaire de Cartier? Alors, d'abord, une perception d'équilibre en termes de proportion, de volume, donc du point de vue purement esthétique. C'est aussi un équilibre en termes d'histoire racontée. C'est pas pour rien que la tête
émerge du V traditionnel d'un collier. La panthère, elle est lovée sur cette pierre, elle la protège et elle ne la cache pas. C'est-à-dire qu'elle est là pour la mettre en valeur aussi. Donc il y a un côté, je vous la montre, mais je la protège. Vous ressentez quoi quand vous le regardez fini, Kentia ? Beaucoup de fierté, parce que je l'ai vu naître depuis le dessin et jusqu'à la livraison. On a vu les étapes, parfois certaines difficultés. Et puis je pense que c'est aussi ce travail d'équipe qui est assez formidable. C'est une aventure collective. Vraiment, c'est merveilleux. Enfin, moi, c'est ce qui vraiment continue à me toucher, cette totale osmose entre la main et l'imagination, ce partage de valeurs communes. Un technicien ne va jamais vous dire non chez Cartier. Je vais voir. C'est très haute couture, ça. Je vais voir. Et ça, c'est extraordinaire. Ça vous fait quoi de la voir partir ? Un mélange de satisfaction d'être venu, d'être arrivé au terme du développement et d'avoir un produit fidèle à ce que j'avais imaginé pour ma part. Et une petite émotion de se dire que c'est fini, on la reverra jamais, quoi. Ça restera un souvenir, un beau souvenir. Elle va vers une autre aventure. Ça fait quelque chose. Nous refermons pour la dernière fois l'écrin très spécial de la panthère Kentia avant sa grande révélation à Saint-Tropez. C'est le jour de la révélation au monde entier de la collection qui s'appelle le Cœur des Pierres. Le Cœur des Pierres, donc c'était une manière de souligner que tout part des pierres. Nous sommes dans la campagne provençale et les plus grandes clientes et clients de la haute joaillerie ont fait le déplacement pour cet événement d'exception. Et donc c'est la première fois que je vois la parure entière. C'est beau aussi de voir toutes les pièces de la parure. Tout part d'un ensemble de pierres qu'on a réunies au début. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais en fait, la joaillerie est destinée à être portée. Elle ne vit vraiment quand elle est portée. C'est là que sa vie commence. La première au monde à le porter, c'est la géniale actrice Virginie Efira. Ça fait quoi de le porter ? Alors ça fait pas longtemps que je le porte et tu as l'impression, je crois que les gens ici ne seront pas d'accord, qu'il est fait pour moi. Je crois que si je m'en cours, d'autres personnes me courront derrière. Non, en fait, il y a quelque chose, quand tu le vois, moi j'avais vu des photos. Toi, je sais que tu connais bien ce bijou. Tu as suivi toute sa fabrication. C'est un copain presque. Enfin, c'est pas un copain, mais bon. Voilà, je t'ai volé ton pote. Mais une fois que tu l'as mis, en fait, ce qui est vraiment étonnant, c'est la flexibilité ou le dynamisme. C'est à quel point ça bouge, en fait. Non, c'est impressionnant. C'est très, très, très beau, en fait. C'est une chose incroyable. Et vous êtes prête pour le défilé ? Ça sera mon premier défilé joaillerie. 150 pièces de haute joaillerie inédites, des parures, des colliers ahurissants, des objets uniques comme ce stylo crocodile, ce flacon, des bracelets, boucles d'oreilles, un tourbillon de pierres précieuses, littéralement. J'avoue, j'ai eu le tournis en découvrant pour la première fois la salle au trésor. Et ce collier très particulier, notre panthère Kentia. Sa réalisation a nécessité 3 ans du développement de la pièce à sa fabrication, dont 1700 heures dans les ateliers de haute joaillerie. Tu trouves aussi que porter sur quelqu'un, ça fait prend vie. Voilà, c'est ça, oui, ça prend vie, exactement. C'est vraiment vivant. Il prend vie, il vous protège, je pense, en plus. Oui, c'est pour ça que je voudrais le garder. Bah oui, continuez de te protéger. Exactement. Je sais ce qui va m'arriver une fois que je vais enlever. Ah bah ça. Ouais, non, c'est vraiment quelque chose. Hein. Voilà, c'était le making-of du collier Panthère Kentia de Cartier. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode, de la haute joaillerie, de la haute couture et des visites de musées. Laissez un commentaire et bien sûr envoyez cette vidéo à la personne qui doit vous offrir ce collier de haute joaillerie ou à celles et ceux qui pensent à une carrière dans les métiers de la haute joaillerie.